écoutez la radio du coup? Oui. Grave. France Inter et France Culture? France Inter. Qu'est-ce que vous préférez entre France Inter et France Culture? France Inter. France Inter. France Inter aussi? Pourquoi? C'est plus divertissant. C'est Ouais. plus divertissant? France Culture, ils ont un bail un peu, à mon sens, un chouïa élitiste, ouais. Mais bon, C'est le principe. c'est presque un peu même. le Il y a principe, écrit je pensais, culture ouais. dedans. Pour moi, c'est un peu France Musique, mais avec des gens qui parlent et pas de musique, en fait. C'est. Donc ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ouais, quoi. de France mettre... Musique a aussi un côté très élitiste. Bah voilà, ouais. c'est la Mais musique par savante. contre, c'est... J'ai écouté, j'ai pas mal écouté. Putain. France Info? France Info, Il y a ça énormément m'arrive de la aussi musique maintenant. Savante. Je suis un daron. Je mets un grand. Classique? La Ouais. France classique? Savante, on dit. Ouais, savante. Ouais, on dit savante. On mais dit c'est musique pas ouf savante. De dire musique savante. Bah, le problème, Non, c'est c'est que pas si que tu dis c'est pas musique ouf. classique, c'est pas Oui, juste c'est techniquement 50 ans, parlant. d'accord, voilà. machin, mais par contre, musique savante en soi, ça Bah, ça veut veut Oui, dire c'est que le reste déjà, n'est c'est pas- déjà. Oui, hyper c'est élitiste. déjà C'est ultra très- élitiste, mais oui. en vrai, le élitiste qui est en moi adore utiliser le terme de musique savante. Ouais, Je sais que bah. Ben aussi, donc. Énormément. Alors que j'y connais rien. Je connais juste la distinction, tu vois. Alors que t'as énormément. Ou de classique, chefs c'est la deuxième moitié du 18e siècle. Je Alors suis que sur t'as le micro, énormément vous de pouvez chefs pas le voir, mais. d'orchestre qui détestent que tu dises musique savante parce qu'en fait c'est un peu. Bah, c'est pompeux. Oui, c'est bon peu de ouf. Oui, bien sûr, Bref. de ouf. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai écouté. Oui, je sais pas si c'est France Culture ou quoi. Et ils ont fait toute une après-midi de la musique savante et c'était hyper intéressant. Et c'était pas. Ils ont pas cherché à le faire divertissant, mais c'était hyper intéressant. C'était intéressant quand même. Oui, parce qu'avec ça qui passait, et genre j'ai écouté, Et t'es resté connecté. C'était De 4 heures ouf. du mat. c'était trop bien. Non, c'était j'allais à Marseille, je sais pas quelle heure il était, c'était l'après-midi, et c'était trop bien. Et il parlait de la musique savante du coup dans le sud-est de la France. Sur une Intéressant. hyper hein. longue période. C'est très C'était spécifique. Trop bien. Oui, c'était hyper spécifique, Cool. mais très intéressant. Donc Ok. au final, ces émissions qu'on pense aussi élitistes, quand tu les écoutes, elles sont pas tant que ça. Elles sont hyper intéressantes à écouter. Et- C'est juste que les gens ont une diction particulière et Ouais, des mots mais particuliers ce qui que je font veux dire, qu'on a c'était l'impression que c'est un peu moi qui connais pompeux. rien en musique, qui suis pas Oui, mais capable de c'est reconnaître comme, un violon d'un c'est piano. en vrai, moi, j'ai si compris, j'écoute quoi. Skyrock un jour et qu'il y a un spécialiste du rap qui parle le truc, je serais là à Ouais. faire, ouais, ok, j'y connais rien. Et tu prends le temps, en fait. tu prends le temps d'apprendre, c'est ça, ça sert à ça, Juste en fait. de se laisser du temps libre pour apprendre des choses. Se laisser porter connaît par pas déjà, en fait. ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Mais c'est intéressant, l'apprentissage. Encore, Toi, Ben, t'es quelqu'un qui adore l'apprentissage, apprendre des trucs, non? J'aime bien, ouais, Ouais. apprendre des trucs, c'est cool. Qu'est-ce qui te fait plaisir dans ça? Non, apprendre des trucs, Ouais. je sais pas. Non mais je veux dire, pourquoi est-ce que tu te dis tout d'un coup, tiens, hop, je vais apprendre un truc sur l'astrophysique, ou tout d'un coup, je vais me faire un truc sur un château de Struckmuch. Tu fais ça au pif, ou tout d'un coup, t'as une envie particulière qui sort à la suite de discussions, ou de choses comme ça. C'est très compulsif dans mon cas. Ouais, comme la masturbation, au Comme final, quoi, tout tu est vois, lié, hein. ouais, non, mais en fait, maintenant, tu vois, il y a tout qui se connecte, il y a, toutes ces années de thérapie pour rien, quoi. Non, mais, Tous ces médicaments qui t'ont poussé à parler italien. Alors que je savais de base, tu vois, quelle perte de temps. Quelle perte de temps. Non, bah il y a des fois, il y a un truc, je sais pas, ça va me fasciner en mode, vas-y, il faut que j'y aille. Et puis au bout d'une semaine, ça va être autre chose. Des fois, il y a des trucs, c'est fixette pendant des mois, des Ça va être années limite même. obsessionnel, quoi, presque. Ouais, et des fois, ça va venir et ça va repartir très rapidement. Je sais pas. Et c'est pour ça que du coup, t'écoutes beaucoup de France Inter et des émissions pour Et ben, avoir un peu presque des débuts de choses que tu pourras apprendre et approfondir derrière. bah alors justement, à la base, il y a des trucs, je me trouvais trop spécifique dans mes obsessions, dans le sens où Ouais. c'était toujours les mêmes choses plus ou moins, et je me suis dit bah c'est cool, tu vois, t'approfondis des sujets, mais j'aimerais bien savoir un peu tout sur tout, Ouais. tu vois, sans être nécessairement un expert. Le généraliste, quoi, une certaine Ouais, un petit peu, ouais, et je me suis dit bah il faudrait que je trouve des moyens, que je trouve des émissions, des trucs, un support en fait qui m'amènerait à éventuellement m'intéresser à des choses qui m'auraient pas intéressé de base, tu vois, Ouais. pas naturellement entre guillemets. À cet égard, oui, France Inter, ce genre de radio, même des chaînes YouTube un peu généralistes, elles sont idéales hein, pour éveiller ta Pour curiosité éveiller sur une des forme de- sujets et t'amener peut-être à approfondir certaines choses. T'as des conseils de chaînes YouTube qui sont assez généralistes et qui permettent de justement approfondir un peu, enfin de voir un peu en surface avant d'approfondir. Bah alors généraliste, pas vraiment, parce que enfin à ma connaissance, il y a pas trop de youtubeurs qui parlent de tout. Tom Scott tu vois. peut-être, Bah, sur Tom- qui on le rappelle tu es passé sur Oui. une vidéo. Oui, alors Tom Scott, il parle de
tout, mais en même temps ça reste souvent des éléments d'architecture, c'est du Ouais, bâti. il y a quand même un lien Il à fait chaque fois. beaucoup de bâti, même si c'est des trucs, la thématique varie souvent. Donc ouais, ça c'est pas mal pour les anglophones. Des youtubeurs moi qui m'ont marqué, il y a Y Penser, Bruce Benamran d'Y Penser, incroyable. Je me remate ces vidéos. Ah, tu les re-regardes Ah ouais, après. je me souviens déjà quand je l'ai découvert, c'était assez tardif. Quand je l'ai découvert, ces vidéos, ça faisait déjà des années qu'elles étaient sorties. Et bon bah c'est assez incroyable ce qu'il a fait en termes de vulga. Balade mentale, c'est Mentale, un il est cool, youtubeur dont je ne rate aucune vidéo. C'est le seul que je suis en fait à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort. Ah oui, je la t'as regarde. vraiment un abonnement régulier. Ah ouais, Balade mentale, je trouve les sujets fascinants. Il a une diction aussi qui est Ouais, il t'emporte. ouais, tout à fait. Ouais. Bah après Nexus 6, voilà. Oui, parce que c'est ton amour pour la SF qui te Ouais. fait écouter Nexus 6. Il y a d'autres youtubeurs qui parlent de SF de manière aussi bonne que Nexus 6 ou Il aussi y en a sans doute, il y en a c'est un sans centre doute que tu connaîtrais, mais tu conseillerais. que je regarde, non, que je regarde Nexus 6 et c'est tout. Pourtant, ça doit pas être le seul, tu vois, il doit y avoir des chaînes anglophones à gogo Oui, bien qui sûr, parlent ça, de oui, mais science-fiction, en francophone, pas tant que ça. mais Et j'ai une question qui me vient en parlant de tout ça. T'as un amour particulier pour la SF, et justement, est-ce que c'est pas, ça vient pas aussi de cet amour de l'apprentissage, parce que via la SF, on apprend plein de trucs sur des données scientifiques, de l'espace, de spiritualité même parfois. de tout en fait. Ouais, et c'est ça justement qui te plaît dans ce genre. La SF c'est inépuisable. On va reparler de Nexus 6 et j'en ai déjà parlé dans c'est dans important. le tout premier, je pense, le tout premier de Tout et de Rien auquel Et j'ai oui, que t'as participé. participé sur la SF. J'ai parlé de ça en disant que C'était il y a 3 ans. si tu t'es dit à la SF j'aime pas ça, mais en fait je pense que c'est impossible d'arriver à un certain point et de ne pas avoir vu un truc de science-fiction Ouais. qu'on a aimé, parce que c'est relativement vaste, ça englobe pas tout pour autant, mais ça touche tellement d'œuvres en fait. Il y a des trucs même pas t'y penses, c'est de la SF, tu vois, c'est pas forcément de la grande SF, pas forcément de la Forcément du SF gros space ultra opéra, sérieuse. ouais. Et ça veut pas dire que c'est de la mauvaise SF parce que c'est pas sérieux nécessairement, tu vois. Men in Black, le premier, C'est de la SF. bah putain, c'est de la SF. C'est de la balle et C'est cool quoi. bien sûr. C'est pas le film de l'année, mais c'est un plaisir de le voir. On s'en fout. Mais ça reste de la SF. ça reste de la SF. Au même titre que Les Fils de l'Homme, au même titre que Jurassic Blade Park. Runner, que Jurassic Park. Dragon Ball Z, Ouais, tout ça. que plein de choses en fait. Et donc, t'as des portes d'entrée infinies. Sur plein de sujets en fait, Ouais, d'une certaine manière. sur plein de sujets. T'as des auteurs qui se consacrent entièrement au développement des technologies. T'en as comme Frank Herbert où il s'intéresse essentiellement au social, à ce que deviennent les sociétés humaines et les organisations, les structures, où la technologie au final n'est qu'un prétexte et presque au second plan en fait. Alors que on dit souvent oui, la SF c'est autour de la high-tech, de la tech, etc. Non, Mais pas forcément. c'est souvent, à mon sens, c'est souvent plus un prétexte. On transpose nos problèmes, nos préoccupations dans un univers de fiction, mais au final, la SF, elle parle de quoi? Elle parle de nous, elle parle de notre époque, elle parle de nos préoccupations, Ouais. elle parle de notre société. Ça n'est qu'un reflet, en fait, de... C'est un miroir de notre société. C'est un miroir de tout ça. C'est intéressant parce qu'il y a pas longtemps, tu connais Bolshevik ou pas? Ah, Bolshevik, bah, bien sûr. Parce que excellent youtubeur. Oh là Et il y a là. pas longtemps, il avait sorti une vidéo sur le cyberpunk. Incroyable. Et dans lequel il expliquait que aujourd'hui, dans la SF occidentale en tout cas, t'as vraiment ce côté de soit tu fais du post-apo qui donne cette impression qu'en fait notre société va vraiment droit dans le mur et qu'il y a rien d'autre, soit tu fais du rétro-futurisme via cyberpunk, steampunk ou n'importe quoi de punk, et qu'en fait c'est soit t'explores le passé et les possibilités qui auraient pu être différentes, soit t'explores juste le rien, le vide de ce qui sera après notre monde à nous qui de toute façon va vers la fin. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça montre un constat qui est assez dramatique dans notre esprit à nous, Bah, de se dire c'est que assez- on se sent perdu et même à travers la SF on arrive à se rendre compte qu'on est paumé en fait. C'est assez symptomatique, je pense. Ça, clairement, quoi qu'on en dise, c'est un truc qu'on le nie ou pas. Je pense qu'on a tous intériorisé le fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas, que ce soit au niveau social, au niveau climatique. On sait tous qu'il y a une crise qui est en cours et ça date pas d'hier. On le sait depuis les années 70 minimum. Ouais. L'administration Carter, le rapport qui leur a été remis, on le sait. Il y a même dans ma mémoire, il y a même des rapports qui avaient été écrits au début du 20e, fin 19e. Fin 19e, début 20e, il y a déjà des gens qui sur, alertent sur le fait que c'est pas durable comme qui mode. disaient bah voilà, le CO2 s'accumule et déjà on entrevoyait le problème que ça pouvait poser, Bien sûr. donc qui aurait pu prévoir, tu vois, bah, pas Bah, mal tout de le gens monde. et depuis pas mal de temps, tu
finalement. Ouais. Mais donc je pense que ouais, ça c'est assez symptomatique. Bah ça rejoint pas pour me dire, je dis pas ça pour dire hey, regarde ma réflexion elle est trop intelligente, j'ai raison, mais oui, on est préoccupé par la fin, on est préoccupé par la catastrophe. Après, faut aussi avouer qu'un récit est beaucoup plus intéressant s'il y a des choses qui se passent mal que si tout va bien. Donc des récits utopistes, il y en a dans la SF, il y a des récits utopistes qui se servent des tragédies justement pour véhiculer un discours utopiste. Je pense à Kim Stanley Robinson qui a fait Mars la Rouge, qui a écrit d'ailleurs Mars la Rouge, Mars la Bleue, Mars la Verte, qui décrit en fait une société utopique qui se développe sur Mars, mais qui se développe pas sans combat, qui se développe pas sans lutte, qui se développe pas sans sacrifice, qui se développe pas sans erreur, qui se développe pas sans lutte même intestine au sein des gens qui voudraient que ça change, parce que si t'as un changement qui est purement unilatéral, ça veut dire que tout le monde pense de la même manière, et à ce moment-là c'est peut-être un changement, mais ça reste un changement qui est presque totalitaire dans le sens où tout le monde pense pas de la même manière, et c'est la beauté de la chose, c'est la beauté de la démocratie. La démocratie, elle a pas été faite pour être efficace, elle a pas été faite pour être rapide. Dire si tout le monde peut donner son opinion sur un sujet, forcément ça va être là. T'auras forcément des partis fédérateurs, tu vois, qui vont rassembler plus ou moins de personnes. Il y a de l'utopie dans la SF, c'est pas, à mon sens, c'est pas prédominant, mais c'est pas non plus ultra rare, parce que on est tous en recherche d'une échappatoire, d'un idéal, et je pense que la science-fiction, si elle était purement négative, purement personne ne le lirait, et je pense qu'au final, à terme, dans les récits, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de luttes, il y a beaucoup d'horreur, tu vois, vraiment d'horreur, des fois qui dépasse l'entendement. Il y a un fond qui est, je pense, celui de l'espoir. Oui. Sinon, bien sûr. Sinon, ça sert à rien sans espoir, on s'arrête, quoi, en fait. Bah ouais, c'est une habile, je pense que c'est un habile, il faut être assez habile quand t'écris, et c'est un tour de force. Pour manier ces deux trucs en même temps. Pour manier ces deux choses, et que t'aies un équilibre quand même qui soit, et c'est chaud, hein. Mais je trouve que c'est ce qu'on voit un petit peu, justement, dans le post-apo, peut-être un peu plus récent, j'ai des trucs genre Last of Us ou des trucs comme ça en tête, de se dire que t'as toujours un espoir de reconstruction différent, de nouvelles manières de voir les choses. T'as un effondrement, et après t'as un après effondrement d'une certaine manière, où se dire bah ok, en fait c'est comme si en tout cas les artistes qui font ces œuvres là avaient un peu fait la paix en se disant bah de toute façon notre modèle à nous il est foutu, mais regardez, peut-être qu'une fois que ça s'est effondré il y a possibilité de faire d'autres choses, quoi. Bah, ce qui est je pense le plus intéressant dans le post-apo, c'est pas tant l'apocalypse, mais cette perspective de renaissance, de redistribution des cartes, on repart tous à zéro, on peut recommencer, faire un monde meilleur, etc. Et bon, dans The Last of Us n'a rien inventé. Bien sûr. Mais j'en parle parce que c'est le truc qui est un peu sorti récemment, qui est post-ap. T'as toujours dans le délire post-ap les tenants de l'ancien monde, t'as toujours cette figure. La figure d'autorité de l'ancien monde qui veut remettre cette démocratie à l'ancienne, ou alors qui porte des valeurs relativement autoritaires et fascistes, souvent militaristes. Dans ce sens-là, The Last of Us c'est pas mauvais, mais ça apporte rien. À mon sens, ça apporte rien de très nouveau, à part le fait que on est face à une épidémie qui est fongique au lieu d'être. Bah disons que ce que le jeu apportait de nouveau, c'est que c'était toi qui le vivais en tant que personnage. Bah alors, j'y ai pas joué. J'y ai pas joué non plus, mais j'ai regardé des extraits. Mais d'après ce que j'ai compris, le jeu est très immersif, très cinématographique déjà de base. Et à mon sens, je sais que c'est un jeu a priori, si j'ai bien compris, où il y a beaucoup de gens qui connaissent l'histoire parce qu'ils ont vu des playthroughs. Ouais. Mais parce que apparemment ça se regarde presque comme une série, presque comme un film. Ouais. Et je pense que c'était peut-être pas le truc qui méritait le plus d'être adapté, dans la mesure où il y a déjà cette dimension qui est ultra développée dans le jeu. Je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est nul, parce que j'ai regardé toute la saison. J'ai pas terminé encore, mais après je connais le jeu, donc. Ouais, bah je sais même pas à quel point ça suit le jeu ou pas. Mais bon, bref, ça reste de la bonne qualité, mais sans forcément. Est-ce que on peut se poser la question de est-ce que c'était nécessaire, quoi? Moi, je pense que c'était pas nécessaire, parce que t'as beaucoup de trucs. C'est l'homme est un loup pour l'homme. Tu vois, c'est. Ouais. Bah oui, bah ça, oui, bah cette théorie hobbesienne, 17e, super. Puis même, ça date d'avant. Je veux dire, c'est Sénèque, je crois, qui avait fait la locution. Bah de toute façon, c'est ce qui nourrit un peu notre système, de se dire que tu peux pas avoir confiance en ton prochain, et du coup, il faut que tu le bouffes avant qu'il te bouffe.
ouf, quoi. Exactement. Donc c'est des visions qui sont assez pessimistes de Ouais, de qui sont l'humanité, plutôt, alors que... plutôt pessimistes, ouais. Bah, c'est ce qui nourrit le post-up, Bien sûr, dans ouais. son ensemble, c'est, Mais aussi notre manière de voir notre société à nous, de se dire est-ce que tu peux avoir confiance en ton prochain qui est dehors, est-ce que tu peux avoir confiance en ton collègue de travail, est-ce que c'est sûr qu'il va pas te niquer pour prendre ta place, c'est aussi une conception qu'on a d'ordre de notre monde à nous, de se dire c'est moi contre les autres. Je pense Presque. que c'est une conception qui est éminemment individualiste. C'est ça, ouais. Et c'est un peu ce que je pense dans le délire du survivaliste blanc barbu qui fait ses stockpiles de bouffe et de munitions et de flingues, et qui, en toute vraisemblance, s'il y avait vraiment un apocalypse, mourrait comme 99% des gens dans la Bien sûr. première semaine, dont le Son stock stage servira à d'autres personnes. Voilà, exactement. Et même s'il survivait, c'est un mec, il se retrouverait tout seul, il se méfierait de tout le monde, dès qu'il croise quelqu'un, ce serait le premier à tirer parce qu'il serait dans une paranoïa aiguë. Claire. Et le mec, il ferait ça jusqu'à ce qu'il se rende compte que s'il a une carie, il peut pas se soigner, qu'en fait, il a peut-être des connaissances lui, oui, il sait entretenir un flingue, il sait graisser le canon d'un fusil d'assaut, remplacer un ressort dans un chargeur. Faire pousser des plantes. Mais il sait pas faire pousser des plantes, il sait rien faire d'autre que ça. Et tu survis quoi, tout seul comme ça? Tu survis 4, 5 ans peut-être? Ouais. 10 10, si t'as de allez, la si t'as vraiment chance. fait un stock de ouf. Si t'as de la chance, si t'es pas empoisonné par un truc que t'as bouffé, tué par quelqu'un d'autre. Oui, puis tu te dis à quoi bon, quoi, en fait. C'est de la survie pour la survie. Je pense que c'est un des grands, enfin, pas un des grands mal, mais c'est un truc, pas qu'on a, si, je pense qu'on a tendance à l'oublier parce que on est dans des sociétés qui sont relativement individualistes, ce qui est paradoxal parce que on n'a jamais été aussi nombreux dans une société. En France, on est 65, 66, 67 millions. 67 millions, ouais. Dans cette société, tu vois, juste de la nation française, et c'est énorme, c'est énorme. Bien sûr. Et malgré le fait qu'on soit des millions, je pense qu'on a un peu perdu de vue cet état simple des choses, que on est des animaux sociaux et que seul, c'est pas possible. On ne peut pas vivre seul. Ça n'est pas possible. En ça, on rejoint un peu ce que disait Tiffany avec le porno tout à l'heure. C'est cette idée que les gens très très seuls vont s'enfoncer justement dans une addiction à quelque chose qui sort entre guillemets de la réalité et du lien social avec les autres, en allant toujours dans le temps vers des trucs de plus en plus profonds, parce que en oubliant petit à petit l'idée qu'une relation avec quelqu'un n'a rien à voir avec une relation qui est dans un univers différent, quoi. Un univers fictif. Je sais pas s'il y a une mort du lien social, mais je dis pas ça, hein, mais je dis peut-être que chez certaines personnes ça arrive. Non, et que ça, mais en vrai, je ça pense se remplace par autre chose, je pense quoi. que la question, elle vaut le coup d'être posée. Enfin, quand tu vois, c'est l'exemple qu'on sort tous, mais quand tu vois par exemple dans le domaine médical, qui est je veux dire, quand t'es malade, quand il y a quelque chose qui va pas, ça touche à l'intégrité de ton corps. Bien ça sûr, implique potentiellement ton décès, tu vois, genre la fin, tu vois. Ouais. Après, tu sais pas ce qui se passe, probablement rien, peut-être quelque chose, tu sais pas, c'est angoissant, tout le monde angoisse de ça, et celui qui dit qu'il angoisse pas de ça, c'est un menteur. Et tu vois le truc maintenant, pour voir ton médecin, tu fais de la téléconsultation, tu fais ce genre de truc, alors que putain, c'est des moments où t'aurais besoin d'être rassuré, où t'aurais besoin d'avoir quelqu'un qui te comprend, qui te connaît en face de toi. Et maintenant, c'est une galère pour trouver un médecin traitant. Moi, il m'a puis fallu limite, des mois pour limite trouver un de médecin plus en traitant. plus, on se demande est-ce que ça va pas être des machines tout court en fait qui vont t'analyser, te prendre ta carte vitale et te dire prenez tel ou tel médicament ou allez voir tel ou tel spécialiste pour te délivrer une ordonnance. Ça, je pense pas que ce soit un délire. Je pense que tu m'aurais dit ça il y a 10-15 ans, je t'aurais dit non, c'est pas possible. Mais en fait, au final, peut-être que ça se fera jamais, mais quand tu vois un peu le pas de l'automatisation d'un nombre écrasant de fonctions et de métiers, mais non, profession, quoi. de profession, oui, c'est un peu alarmant, quoi. Et je dis pas que ça marche pas, tu vois, je dis pas que ça marche pas d'informatiser les choses, de les automatiser, parce que ça fonctionne. Mais je pense que malgré tout on perd quelque chose, on perd un peu le lien, quoi. Et c'est comme tous les glissements, c'est comme ça va pas se faire soudainement, ça va se faire petit à petit et suffisamment progressivement pour qu'on s'en rende pas compte, on s'y habitue jusqu'à ce que ça fasse partie du quotidien. Ouais, en fait, voilà, jusqu'à ce que tu te poses plus trop la question, que t'aies un malaise qui s'installe, tu vois, qui soit persistant, mais que ce soit tellement ancré dans la normalité que tu te demandes presque pourquoi est-ce que t'as un malaise face à ça, quoi. Pourquoi ça va pas? Et c'est pour ça, je pense qu'il faut lire de la SF, parce que les grands auteurs de SF, les grands ou les petits d'ailleurs,
ont pour beaucoup anticipé les crises qui allaient se produire, que ce soit sociales, technologiques, médicales, etc. C'est des trucs qui ont été... On peut pas dire qu'on a vu venir parce qu'on ne voit rien venir, on imagine, on extrapole avec ce qu'on a à un instant T. D'ailleurs, c'est presque une question philosophique, hein, mais est-ce qu'on peut pas se dire aussi parfois, très très con ce que je veux dire, hein, mais c'est que en anticipant le futur, tu crées un bouquin qui va avoir du succès et tu vas avoir des gens qui vont le lire dans le fameux futur et qui vont se dire, hey, sans forcément comprendre le second degré, ou on va dire la problématique du truc, et que du coup la personne se dit ça c'est une bonne idée de faire ça, et du coup lance dans son entreprise privée, etc. Genre par exemple tu vois Mark Zuckerberg qui va lancer le métaverse et qui te fait un espèce de Matrix un peu nul, ça il le sort peut-être pas de son chapeau, il le sort parce qu'il a sûrement peut-être lu de la SF, et qu'en fait au lieu d'en voir l'avertissement, il envoie l'opportunité d'une certaine manière. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai lu Neuromancien là récemment de William Gibson, qui est un peu le roman qui a inventé le cyberpunk, mais qui a lancé en fait le principe, le grand principe de matrice et ainsi de suite. Et c'est marrant que tu me parles de ça parce que je l'ai lu récemment. Est-ce que ça a influencé le développement? Ouais, c'est une bonne question. Je pense pas que ça a influencé le développement d'Internet, le développement du métavers. Je pense que à partir du moment où tu crées l'Internet, il y a cet embryon, cette possibilité, tu vois, qui s'ouvre à l'imaginaire, comme les premières fusées dans les années 40, les fusées de Von Braun, les V2 et là, tout. Ouais. Et à partir de là, pourquoi pas emmener des gens sur la Lune, dans l'espace, sur Mars. Bien sûr. Il me semble c'est Arthur C. Clarke dans Comment on est allé sur Mars. Il me semble que c'est une nouvelle qu'il a écrit en 43 où il imagine. Il me semble qu'à l'époque, j'affirme rien. C'est un truc que j'ai lu, mais faut le vérifier. En 43, il bossait dans les radars de l'armée de l'air britannique, enfin de l'armée britannique tout court. Je sais pas si ça rappelle de l'air, peu importe. Il bossait dans les radars et en fait, il a écrit cette nouvelle où il y a des gens qui vont sur Mars, mais en fusée. Ok. En fusée, c'est très drôle, c'est extrêmement drôle, c'est humoristique. Je me suis marré en lisant ça à haute voix. Tu vois, je me suis pas contenté d'expirer de l'air plus fort de ma narine. Je me suis vraiment marré. Comment on est allé sur Mars, et il me semble que c'est 43, et tu te dis putain, ok, le mec à l'époque voilà, on fait des V2, ok, ce moteur à réaction et tout, t'arrives à je sais pas combien ça fait, tu sais, de l'autre côté de la Manche, peut-être 500 km, t'arrives à toucher une ville, bon, c'est déjà pas mal, mais lui il imagine carrément d'aller sur Mars, quoi. Et au final ils arrivent sur Mars par accident, à la base ils veulent juste aller en orbite et puis en fait ils vont sur Mars. Et au final en 2023 t'as des gens qui disent que dans 10 ans c'est bon, quoi, on y est, quoi. Donc Sur Mars? Sur Mars. Non, on n'y sera pas, mais je veux dire des gens qui fantasment toujours à ça, quoi. Ouais, c'est Elon Musk qui disait ça il y a déjà 4-5 ans, d'ici 2030 sur Mars, mon gars. Déjà, si d'ici 2030 on arrive à envoyer quelqu'un sur la Lune, ce sera déjà pas mal. Donc sur Mars, je serais très surpris d'être étonné, quoi, vraiment. Mais bon, Inch'Allah. Qui sait. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.